Bonjour, eh bien, ce soir, lorsqu'il sera 19 h à Paris, il sera 10 h du matin à San Francisco. Monsieur Georges Pompidou quittera alors cette ville pour prendre le chemin de Chicago. À Chicago, il doit notamment recevoir un groupe d'architectes et d'urbanistes, une délégation de l'Alliance française, la journée devant se terminer par un dîner officiel. Mais nous allons revenir sur cette journée d'hier, journée qui a surtout été marquée par un discours sur la jeunesse à l'université de Stanford. Georges Pitoef. En fait, nous revenons un peu plus loin en arrière, Oui. avec les images du départ du président Pompidou de Cap Kennedy, que vous voyez ici. Cela se passait jeudi dernier. Le reportage est arrivé ici il y a quelques heures seulement. C'est pourquoi nous l'avons programmé aujourd'hui à midi. Normalement, nul n'est autorisé à pénétrer sur cette aire. C'est donc un honneur exceptionnel accordé au président de la République. Il a pris l'ascenseur, il est monté en haut des structures, des échafaudages qui entourent la fusée et la cabine Apollo 13 qui, d'ici 1 mois et demi, prendra le chemin de la Lune. Normalement, nul n'est autorisé à pénétrer sur ces lieux, à l'exception des cosmonautes eux-mêmes. Je croyais qu'on lui avait remis un casque à son nom. Oui, effectivement. Si on l'a vu au tout début de ce film, vous avez vu Georges Pompidou, President of France. Part de cette visite extrêmement impressionnée par l'ampleur des moyens, la capacité des techniciens et l'organisation prodigieuse. Et puis aussi par la simplicité, la modestie, le naturel de tous ceux qui participent à ce magnifique travail et qui ont l'air de trouver cela tout naturel. Il me reste à souhaiter que ce soit pour le bien de tous les hommes et puis qu'un jour, nous aussi, les Européens, nous puissions aller dans la Lune. Et voici, quelques heures plus tard, l'arrivée à San Francisco. C'était jeudi soir. Vendredi matin, heure de Paris, puisqu'il y a 9 heures de décalage entre Paris et San Francisco. M. Pompidou va être reçu par le maire de San Francisco, M. Joseph Alioto. Mr. President, Madame Pompidou, distinguished guests and ladies and gentlemen. Quelques mots de bienvenue du maire, M. Alioto, Monsieur le Président et Madame Pompidou, vous êtes ici les très bienvenus. Il rappelle que la France est le plus vieil ami, la plus vieille amie et le plus ancien allié des États-Unis. Et en signe, en gage d'amitié, il va remettre dans un instant la clé. On ne sait pas s'il s'agit d'une clé en or, mais c'est une clé, la clé de la ville de San Francisco. La voici. Voici le symbole, dit-il, de notre estime, de l'estime que nous avons pour vous. Monsieur le maire, je vous remercie tout d'abord en mon nom, au nom de mon épouse, au nom des personnalités qui m'accompagnent, en particulier du ministre des Affaires étrangères, Mme Schumann, pour vos aimables paroles et plus encore pour cette clé de la ville de San Francisco que vous m'avez remise et dans laquelle je vois à la fois un symbole et je trouverai un souvenir qui me sera précieux. Je suis particulièrement heureux de me trouver ce soir à San Francisco où je ne suis encore jamais venu. D'abord parce que je sais que je vais ainsi visiter une des plus belles villes des États-Unis et une de celles dont la beauté est la plus réputée dans le monde entier. Ensuite, monsieur le maire, vous êtes ici au sein de cet État de Californie où à l'heure actuelle se développe une activité et une expansion dans tous les domaines qui en font
un des centres les plus actifs et les plus remarquables de ce grand pays. Merci encore 1000 fois de cet accueil qui nous touche infiniment, et vive San Francisco et vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Nous passons maintenant à la journée D'hier, d'hier. C'est ça. c'est Eh bien, vendredi matin, le président de la République a visité l'université de Stanford et notamment l'accélérateur linéaire de Stanford qui est très célèbre. À l'arrivée, il y a eu des manifestations très pacifiques, il faut le dire, manifestations d'étudiants pro-israéliens tenus à l'écart par d'impressionnantes forces de police équipées de matraques et de lance-grenades. On peut lire sur les pancartes « La paix n'est pas un mirage »,« Vendez vos mirages à Israël », etc. Un peu plus tard, dans la journée d'ailleurs, à San Francisco même, une centaine de manifestants arabes ou de sympathisants pro-arabes ont participé à une autre contre-manifestation, pourrait-on dire, disant « Pompidou, nous sommes avec vous ». À l'université, le président de la République s'est entretenu avec des personnalités scientifiques, des professeurs, tout en visitant l'accélérateur qui sert à l'étude de la matière. Puis, retour à San Francisco, déjeuner au Commonwealth Club, où il rencontre M. Ronald Reagan, gouverneur de la Californie. Le déjeuner se déroule dans une ambiance très détendue. Et alors c'est après qu'il y a eu ce discours dont on parle tant, où le président Pompidou a fait surtout allusion à la jeunesse et aux problèmes de la jeunesse. Oui, il a parlé de crise de civilisation. Revenant sur les journées de mai 1968, M. Pompidou a reconnu que la jeunesse et la société tout entière souffraient d'un malaise profond, a-t-il dit. Il cite alors Baudelaire, « Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ?» Il dit qu'il s'agit de donner un sens à la civilisation urbaine et technique dans laquelle nous sommes inexorablement engagés. Selon le président, la solution n'est ni dans une philosophie du désespoir, ni dans une destruction pure et simple, ni même dans ce qu'il appelle le néo-marxisme. Selon M. Pompidou, notre devoir est d'ouvrir les yeux sur le présent, de s'interroger sur l'avenir, de lutter contre l'injustice, injustice, dit-il, partout présente dans les sociétés évoluées comme dans les pays sous-développés. M. Pompidou a aussi parlé du marché commun, répondant à une question d'ailleurs. Il a déclaré que l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun dépendait en définitive du gouvernement britannique lui-même, mais il a dit « Je pense que nous aboutirons à un accord, et si j'avais un pari à faire, je le ferais sur cet accord ». Il y a eu à San Francisco également un certain nombre de manifestations organisées par la communauté juive, et M. Pompidou a reçu 14 personnes de l'une de ces communautés. Effectivement, l'entretien a duré 45 minutes et le porte-parole de cette communauté, qui était M. Goldberg, l'ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a déclaré qu'il n'avait pas aucune raison de douter de la sincérité de M. Pompidou lorsque le président de la République affirme qu'il souhaite contribuer à l'instauration de la paix au Moyen-Orient, mais M. Goldberg dit « Je ne suis pas d'accord sur les moyens qu'envisage M. Pompidou pour ramener la paix au Moyen-Orient ». Bien, aujourd'hui, nous vous l'avons dit, la prochaine étape, c'est Chicago. Nous suivrons donc dès ce soir ce départ pour Chicago. Une dépêche, car nous revenons maintenant aux informations de France, et c'est pas une dépêche, mais un communiqué qu'on me demande de vous lire. On recherche un camion Bedford bleu, marqué Transport Drouin à Rennes. Numéro d'immatriculation 8502 QF44. Ce camion a quitté Rennes ce matin à 3h45 avec les actions de la vie imprimées cette nuit et le camion a disparu avec son chargement. Il est probablement en panne ou il a eu un accident. Pour tous les renseignements concernant ce camion, vous êtes priés gentiment de téléphoner à ce numéro 704 46 71. Je répète 704 46 71 ou 704 46 72. Je répète, 704 46 72. Vous pouvez même éventuellement téléphoner en PCV. En France, les inondations sont toujours préoccupantes, notamment dans la région parisienne. La Seine continue à monter aussi bien dans la capitale que dans les localités de la banlieue. Ce matin, à Paris, au pont de la Tournelle, la Seine atteignait 5,50 mètres et l'on prévoit que le 5 mars, elle cotera 6 mètres, soit 1,70 m de plus que la cote d'alerte. À Conflans-Sainte-Honorine, 300 personnes des quartiers de la ville basse ont dû être évacuées d'urgence par la municipalité qui les a relogées provisoirement. Dans l'Oise, les inondations prennent une certaine ampleur. Les crues de la Saône et du Doubs se sont poursuivies vendredi. On s'attend à l'inondation de certaines rues et de la nationale 6 à la sortie nord de Mâcon. Dans la région d'Angers, la montée des eaux de la Loire s'est ralentie.
La crue de la Meuse a atteint un point maximum vendredi à Charleville-Mézières. Et nous allons maintenant regarder, poursuivant notre tour de France, ce qui se passe à Rochefort-sur-Loire. Il y a combien là? On est sur la route là. Oui, oui, mais il y a combien là? Il y a 1 mètre, 1 mètre. Oui, 1 mètre, 1 mètre 1, 1 mètre 5. Ah oui, on va dire. Cette année encore, la Loire et ses affluents sont sortis de leur lit. Les cultures, les prairies, les terrains de camping ne sont plus qu'une vaste étendue d'eau. Les peupliers qui bordent les routes sont les seuls repères qui permettent de regagner les villages isolés à bord de larges barques à fond plat. Cette situation n'a rien d'exceptionnel. Les habitants y sont habitués depuis leur naissance, comme vont vous le dire ceux de la Chapelle près de Rochefort-sur-Loire. Monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes isolé? Isolé, il y a 3 semaines environ, il y aura 3 semaines demain, quoi. Et ça fait longtemps que vous habitez dans la vallée? Il y a 47 ans, je suis venu au monde ici. Tous les ans, vous avez de l'eau? Bon, presque tous les ans, quoi. Mais il y a 2 ans, elle est venue jusqu'auprès de la maison, quoi. Et il arrive que la maison soit inondée? Ah, oui. Qu'est-ce que... Déjà au moins 3 fois depuis qu'on est mariés depuis 47. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, on essaye de mettre les meubles sur des madriers ou de soulever ça sous l'ivot, quoi, avec des crochets, quoi, avec des cordes. Qu'est-ce que vous faites pour le ravitaillement? Ben, on prend le bateau, et puis on va au bout emmener le lait, mener les gosses à l'école, et puis ramener ce qu'on a besoin, quoi. Mesdames, ça fait combien de temps que vous habitez dans la région? Ben, depuis 1914. Et vous, madame? 73 ans. Vous êtes donc... toujours été là, moi. Vous êtes donc habitué aux inondations? Ah oui, forcément. Parce que tous les ans, l'eau vient, mais pas dans les maisons. Mais oh, là 2 ans qu'elle y était déjà venue. Ce n'est pas exceptionnel, alors? Non. Vous êtes habitué? Comment faites-vous quand vous voyez l'eau arriver? Ben, vous voyez, on monte tous les lits, les armoires et tout. On prépare tout pour débarrasser, pour que les meubles n'aillent pas dans l'eau. Et vous, où logez-vous, alors? Eh ben, dans une chambre haute. Vous devez avoir des problèmes de ravitaillement? Ben, les voisins qui nous les apportent, qui nous apportent le ravitaillement. Et au point de vue chauffage? Ben, au point de vue de chauffage, on a un petit peu de charbon, puis du bois. Que l'on monte comme ça. Vous attendez la décrue? Oui, avec impatience. Dans combien de temps? La 3e semaine que l'on est là. Dans combien de temps pensez-vous qu'elle va arriver? Ben, je sais pas, on espère pour demain toujours. Est-ce qu'on peut dire que cette conversation est empreinte de fatalisme et peut-être aussi, disons, de bonne humeur? Autres informations de France, à Montpellier, les 28 personnes qui avaient été interpellées hier après-midi à la suite des incidents qui accompagnaient la manifestation des viticulteurs devaient être remises en liberté dans la matinée après examen de leur situation. Aucun viticulteur ne se trouve chez ces 28 personnes, parmi lesquelles on compte un grand nombre d'étudiants en lettres. Une autre dépêche de ce matin, 4 commerçants ont été arrêtés hier soir et la nuit dernière à Lyon à la suite d'un vol de 2500 détonateurs dans une carrière des environs au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Tous les détonateurs ont été récupérés, les identités des 4 personnes n'ont pas été révélées. De l'étranger, on apprend ce matin que le directeur de la Metro-Goldwyn-Mayer à Beyrouth, M. Edouard Sassoun, a été assassiné à son bureau. M. Sassoun était juif, on ne sait encore si cet assassinat est à mettre au dossier du conflit israélo-arabe. Par ailleurs, les frictions continuent entre Israéliens et Libanais. 4 civils libanais, dont l'un était armé d'un fusil, ont été arrêtés en territoire israélien. Au Guatemala, le ministre des Affaires étrangères, M. Alberto Fuentes Mor, a été enlevé par des membres des forces armées révolutionnaires de tendance maoïste. Ils ont donné 24 heures au gouvernement pour échanger le ministre des Affaires étrangères contre un jeune étudiant de 24 ans, Chiron Calvillo, l'un des leaders de ce groupe maoïste, arrêté récemment. Les forces armées révolutionnaires menacent d'exécuter le ministre si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Voilà pour le dossier politique. Maintenant, je crois que nous entamons un dossier des sports important parce que c'est samedi. Oui, c'est samedi et il y a de nombreuses activités sportives au cours du week-end. D'abord aux États-Unis, il faut rappeler les bons résultats des Français à Vancouver, plutôt au Canada. C'est Alain Pence qui a triomphé chez les hommes dans le slalom géant d'hier, devant Bleiner l'Autrichien, 3e Russell, 4e Pichhauser et 5e Schrantz. Et vous remarquerez que, étant donné que Russell est 3e et Schrantz 5e, ils n'ont marqué tous les deux aucun point au classement de la Coupe du Monde, ce qui fait que l'écart qui sépare les 2 hommes est toujours le même, 146 points pour Schrantz, 140 pour
pour Patrick Russell à égalité de points avec Toeni. Et la compétition se poursuit. Chez les dames, encore une victoire de l'imbattable Michel Jacot devant Barbara Cochrane et Judy Nagel. Michel Jacot est évidemment en tête avec un maximum de points de la Coupe du Monde et on ne pense pas qu'elle puisse maintenant être rattrapée. Puis je vous propose de voir des images de ski maintenant en France. C'était à Chamonix ce matin sur la piste des Ouches. Une piste longue de 3200 mètres et une course importante car elle compte pour la Coupe du Monde de ski catégorie B. C'est-à-dire que le vainqueur, j'espère que nous allons voir les images maintenant, le vainqueur de cette course a 13 points qui lui permettront peut-être l'an prochain de passer en Série A. Et voici le premier, justement, il s'agit de Rudi Seller, le frère du célèbre Tony Seller, triple champion olympique à Cortina d'Ampezzo, vous vous souvenez, c'était en 1956. Rudi Seller, c'est la graine de champion, 2 minutes 13 secondes 61 centièmes pour ses 3200 mètres, et des bons, surtout dans le choose final, assez remarqués. D'ailleurs, les Français ne se sont pas très bien comportés dans cette descente. Facile arrivée de Seller, il s'apercevra également que son dossard s'est quelque peu décroché au cours de la descente, ce qui lui a fait perdre quelques centièmes de seconde. Il bat le record de la piste qui était détenu en 1969 par le monsieur que vous allez voir descendre maintenant, Kurt Ougler, un Suisse, en 2 minutes 16 secondes, 81 centièmes. Ougler est parti, il a déjà réalisé le meilleur temps à mi-parcours, il va terminer deuxième aujourd'hui, avec lui aussi un dossard quelque peu défait, donc en perdant quelques autres centièmes de seconde. Les Français sont très loin, troisième Bernard Grosfilet à 2 secondes et 34 centièmes, quatrième Zingre le Suisse, cinquième Engster l'Autrichien. Les autres Français sont Rossamigno, 8e, et Jean-Pierre Auger, 10e. Mais regardez cette descente, ces derniers mètres de Ougler, 2e aujourd'hui à Chamonix derrière Seller. Et il se rattrape en catastrophe. La pointe arrière du ski a touché la neige, pense-t-on, et avec la vitesse, il a réussi à rétablir l'équilibre. Ougler deuxième, assez loin, il faut dire, de Rudi Seller, à 96 centièmes exactement. Il termine sur les talons. Moyenne près de 87 km/h pour le vainqueur Seller. Maintenant, d'autres événements sportifs, en particulier le rugby, et cela nous concerne car il s'agit du tournoi des 5 nations. Il y a 2 rencontres aujourd'hui, l'une à Dublin, l'Irlande contre l'Écosse, et l'autre, l'Angleterre, à Twickenham contre le Pays de Galles. Vous pourrez suivre d'ailleurs sur la deuxième chaîne, à partir de 14h55, le reportage que la deuxième chaîne vous offre, donc avec des commentaires de Christian Rive, 14h55. En Coupe de France, et là les téléspectateurs sont intéressés aussi, à 15h, ils pourront suivre Strasbourg-Nantes, 16e de finale de la Coupe de France. C'est la seule rencontre prévue aujourd'hui, commentée par Michel Brest sur la première chaîne à 15h. Les résultats des championnats indoor des États-Unis, c'est-à-dire des courses en salle, avec un étonnant garçon, il s'agit de Martin McGrady. Il faut dire que la distance sur laquelle il court est quelque peu bâtarde, 600 yards, ce n'est pas une distance reconnue. En tout cas, il bat à chaque fois Lee Evans, qui est l'un des meilleurs coureurs sur 400 mètres, et puis il lui arrive aussi de battre Ralph Doubel, l'Australien, qui est champion olympique du 800 mètres. Martin McGrady a réussi 1 minute 7 secondes 6 dixièmes aux 600 yards, meilleure performance mondiale. Et puis un acteur que vous connaissez, vous l'avez peut-être vu dans The Elite, il s'agit, mais oui, de Steve McQueen. Eh bien, Steve McQueen va prendre le volant d'une Porsche 917 associée à Jackie Stewart, champion du monde, aux prochaines 24 heures du Mans. La nouvelle est officielle. Et on pense aussi que Steve McQueen va réaliser à ce sujet, au sujet des 24 heures, un court-métrage ou un long-métrage qu'il prépare depuis déjà 1 ou 2 ans. Enfin, il est bon de terminer sur des images de judo, car c'était de l'actualité hier soir à Saint-Pierre, dans la salle Pierre de Coubertin. La deuxième rencontre contre la Hongrie. Mercredi déjà, la France avait triomphé par 14 victoires à 2. Les judokas français ont été quelque peu accrochés, beaucoup plus en tout cas que mercredi, hier soir, à Paris, et ils ont quand même triomphé par 12 victoires à 6. La résistance hongroise fut beaucoup plus importante que mercredi dernier. Chez nos représentants, catégorie léger, Philippi enleva ses 2 combats et le grand limita en catégorie mi-moyen. Finalement, 12 à 6 pour la France. Et le lourd Villiers a triomphé 2 fois par Ippon sur le tatami du stade parisien. Bon, eh bien, je crois que je regarde disparaître les petits dossiers sur votre table. Je crois que maintenant, après avoir bien accaparé l'écran, on peut le rendre à Jacqueline Alexandre. La Société nationale des beaux-arts, créée par Messonnier, va fêter son 80e anniversaire aux Halles. Nous allons suivre un reportage de Jean-Pierre Anquery. En construisant ce pavillon des Halles, où il n'y a pas si longtemps encore se vendaient poissons et fromages, Baltard ne pouvait sans doute pas imaginer qu'il deviendrait un jour un centre d'art. Premier salon à s'y tenir, celui de la Société nationale des beaux-arts. Son président, François Baboulet, nous a raconté comment les exposants avaient tous mis la main à la pâte pour transformer un lugubre sous-sol en une claire salle d'exposition.
Ultime hommage, il l'a fait devant cette sculpture de Raymond Sub, mort cette année d'un accident. En somme, vous avez voulu prouver qu'on n'était pas seulement des peintres, des sculpteurs, mais peut-être aussi de temps en temps, lorsqu'il le fallait, des électriciens, des décorateurs, des menuisiers. Nous venons d'avoir un très gros travail pour installer ces nouvelles salles d'exposition que l'on souhaitait voir animer sur le plan culturel le quartier des Halles. Nous avons réuni un certain nombre d'artistes qui sont venus bénévolement et à titre volontaire pour travailler sur place, et ils ont passé près d'un mois à travailler. Ici, vous défendez quand même une idée. Oui, nous défendons une idée qui consiste à penser que la peinture continue à évoluer à l'intérieur de l'art figuratif. Nous sommes dans l'ensemble des artistes figuratifs ou des artistes de synthèse, et nous pensons que dans la peinture actuelle, c'est cet art-là qui constitue la suite de la véritable peinture. Comme pour prouver l'importance qu'il s'efforce de lui accorder, le salon s'ouvre par la salle des sculptures. C'est d'abord un hommage à Kilivic, cet ancien pêcheur breton devenu l'un de nos sculpteurs les plus doués, qui est mort tout récemment à l'âge de 90 ans. Un nu aux formes opulentes de Georges Muguet. Prix Puvis de Chavannes, Louis Vuillermoz expose les lithos évocatrices qu'il a créées pour illustrer l'univers sans limite. Hervigaud, passionné de fleurs des tropiques, sait en rendre tout le mystère. Boitel, lui, trouve son inspiration dans les paysages de Seine-et-Marne, si prenants et hélas, si menacés. De Jean Rigaud, un Trouville, tout frémissant de lumière. Une demeure romantique que Maurice Buffet a imaginée, enserrée dans son parc comme par des lianes. Un bouquet sans faille et sans reproche de cailloux. Jean-Pierre Allot, enfin, unit le fantastique à la réalité pour engendrer la poésie. Quittons les Beaux-Arts pour parler d'un homme de théâtre. Tous les amis de Jacques Fabry se demandent ce qu'il devient. Il ne fait plus de théâtre. Eh bien, sachez qu'il passe maintenant dans un cabaret parisien. Ceci pour diverses raisons qu'il va nous dévoiler maintenant. Aux côtés de Théo Sarapo et d'Annie Cordy, Jacques Fabry vient de débuter à la tête de l'art. Cet aventurier du spectacle, tellement amoureux de la liberté qu'il a voulu toujours produire ses spectacles lui-même, se trouve une nouvelle fois ruiné. Il a suffi de l'échec des deux orphelines pour engloutir tout l'argent que lui avaient rapporté ses succès précédents. Avant ce malheur, je produisais tous mes spectacles, avec quelquefois un associé, et c'est toujours une aventure extrêmement périlleuse parce que dès que ça ne marche pas, on est endetté pour 7-8 ans. J'ai remboursé en 66 des dettes contractées en 57. Bon, c'est assez dangereux si on ne fait pas ce métier de production de spectacle dans une optique commerciale. Et comme je n'ai pas du tout une mentalité commerciale, j'étais toujours en danger de mort. J'ai beaucoup plus peur pour mes 25 minutes en scène que pour une générale devant le tout Paris, comme on dit. Oui. Pourquoi? Est-ce le fait d'être l'auteur ou... C'est parce qu'au cabaret, vous gagnez ou vous perdez tout de suite. J'ai rencontré dans le pays catalan un bon ami à moi qui un jour m'a donné un petit bout de papier sur lequel il y avait le texte qu'il avait ramassé dans un bistrot comme ça. C'était l'histoire d'un type auquel sa femme interdisait de boire du whisky et qui vidait ses bouteilles dans l'évier. Et c'était écrit d'une manière tellement drôle, c'était complètement absurde et fou que je lui ai dit, je vais essayer de dire ça au cabaret. Voici ce qui arriva. J'enlevais le bouchon de la première bouteille et j'en vidais le contenu dans l'évier, sauf un plein verre que j'ai bu. J'extirpais le bouchon de la deuxième bouteille et j'en fis autant, c'est-à-dire que je vidais la bouteille dans l'évier, sauf un plein verre que j'ai bu. J'arrachais le bouchon de la quatrième bouteille et j'en bus le contenu, à l'exception d'un plein verre que je vidais dans l'évier. J'arrachais le bouchon du cinquième évier et je vidais la bouteille dans le verre que je bus. J'arrachais une bouteille au bouchon de la suivante et j'en bus un plein évier
et je vidai le restant dans la bouteille. Je sortis du verre le 7e évier, et je vidai la bouteille dans le verre que je bus. Lorsque j'eus tout vidé, je me mis à caler le mur de ma maison et à compter les bouteilles et les verres, et voilà que j'en trouvais 29. Pour être absolument sûr, je me mis à les recompter au passage, et voilà que j'en trouvais 79. Mais, lorsque la maison revint à passer, je les comptais une 3e fois, et je m'aperçus enfin que j'avais retrouvé le compte de toutes les maisons, de toutes les bouteilles, de tous les bouchons, de tous les verres, à l'exception d'un évier et d'une maison que je bus. Si Jacques Fabry ne sait plus très bien où il en est, les grands couturiers ne savent pas, eux, comment leur nouvelle mode va être appréciée et reçue par le public. Vous savez qu'hier, c'était le grand jour de la haute couture, les modèles ont été présentés. Vous avez déjà pu suivre une première partie du reportage d'Isis Lamy. Vous allez suivre aujourd'hui la suite et la fin de ce reportage réalisé par Bernard de Flandre. On en parle depuis hier, la mode printemps-été a misé sur la longueur, avec préférence pour la jupe au mollet. Les audacieux ont fait leur collection sur le thème du couple. Déjà vu, l'ensemble pantalon, plus difficile à adopter, la robe à 20 cm du sol pour lui comme pour elle.
C'était un reportage dont les images étaient d'Alain Potiez. Nos prochaines informations à 18h50. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne journée, à demain.